Bonjour à tous et merci d'être présents et de suivre ce webinaire. Aujourd'hui, on vous propose chez Vecchia et chez June Partners d'échanger autour d'un sujet tellement important qui est celui de la réindustrialisation de la France. L'occasion en fait de pouvoir confronter, de pouvoir enrichir deux expériences différentes, à savoir celle d'Anaïs de chez June Partners et de Manuel qui est le CEO de Vecchia. Quant à moi, je me présente très rapidement, Fabien Fouissard, et je suis en charge des alliances chez Vecchia. Donc l'idée c'est de pouvoir tout simplement échanger sur ce sujet et faire en sorte qu'on sorte grandi. Alors évidemment, dans ce format, l'idée c'est aussi de pouvoir échanger et de partager. Donc si vous avez des questions, ça sera évidemment avec plaisir qu'Anaïs et que Manuel y répondront et qu'on fera en sorte justement que toutes les questions soient traitées. Alors j'ai envie de commencer dès maintenant, Anaïs, par une première question, puisque je n'ai donné que votre prénom. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et les missions que vous faites chez June Partners? Je pense que vous êtes en mute, Anaïs. Allez, il fallait bien que quelqu'un fasse le coup du mute, sinon ça n'aurait pas été un bon webinaire. Donc La bonjour phrase à la plus tous. prononcée en France. Bonjour à tous, je suis Anaïs Wachilis. J'ai rejoint June Partners en septembre 2016 et je travaille sur des sujets très opérationnels, donc qui vont aller à la fois de sujets d'externalisation ou d'internalisation d'activités à des chantiers beaucoup plus à l'intérieur de l'usine sur comment améliorer les processus de production, fluidifier la production. Et en parallèle, je suis chercheuse associée au sein du CRESAT, qui est un laboratoire au sein de l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse, où je travaille sur les sujets de réindustrialisation, relocalisation d'activités en France, pourquoi le faire et comment le faire. Et c'est pour ça qu'on vous a choisi. C'est parfait. Manuel, bonjour Manuel. Bon, je pense qu'évidemment pour les gens qui ont reçu cette invitation à suivre ce webinaire, ils te connaissent. Est-ce que tu peux néanmoins rappeler succinctement ton parcours à ceux qui ne te connaissent pas? Merci Fabien et bonjour à tous. Donc, je suis de formation effectivement ingénieur, donc les sujets de production sont très fortement inscrits dans ma culture professionnelle. Et puis j'ai fait un détour pendant une dizaine d'années dans la recherche en machine learning, et notamment à l'université de Cambridge en Angleterre et au CNRS et à l'INRIA en France. Et puis il y a maintenant 13 ans, j'ai créé Vecchia avec justement la volonté d'aider les entreprises nationales à se développer de manière plus efficace, être plus performantes grâce aux technologies autour de la data. Et donc aujourd'hui, en deux mots, Vecchia est une entreprise qui développe et qui commercialise une plateforme dans le cloud pour aider les entreprises à mieux gérer leur supply chain et leurs approvisionnements, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ok, merci beaucoup Manuel. Alors Anaïs, la première question, elle est pour vous. On a l'impression que quand on suit un petit peu la presse, quand on écoute, on écoute la radio, qu'on regarde la télé, et je pense qu'on a tous eu un peu de temps ces derniers mois, ces derniers trimestres pour le faire. On a l'impression que Covid, ça change un petit peu la donne sur la partie réindustrialisation de la France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque part une illusion et c'est un mouvement qui avait déjà été engagé avant? Alors en fait, il y a plein de choses qu'on peut dire à ce sujet. Il y a ce qui est le mouvement initié par les industriels et l'industrie, ce qui est l'évolution du discours politique. Oui. Alors déjà, sur les relocalisations, aujourd'hui, on sait qu'il y en avait très très peu avant 2020 et que souvent, ce qu'on entend par relocalisation, c'est plutôt du rapatriement de volume sur des sites de production existants en France. Mais une chose était vraie, c'est que l'industrie française, globalement, elle allait beaucoup mieux depuis, on va dire, 2017, deuxième partie de l'année 2017, avec des indicateurs au vert, à savoir l'état des carnets de commandes, le niveau de création d'emplois. On était dans une dynamique de création d'emplois et pour la première fois, on créait plus d'emplois dans l'industrie qu'on en détruisait depuis plusieurs années, et y compris dans des secteurs emblématiques de la désindustrialisation comme le textile. 2020, ça a un peu marqué un coup d'arrêt dans cette dynamique, mais ce qu'on voit, c'est que l'industrie française tend à repartir. Alors après, il y a des choses qui sont du vœu un peu pieux, et puis il y a des réalités. Le discours politique a beaucoup évolué avec une véritable ambition Alors, de une petite faire... déconnexion. Voilà, c'est bon. Vous êtes de retour.
D'accord, parce que moi je vous entendais. Une véritable ambition de faire renaître une industrie en France. Ça se voit à travers le plan de relance avec des fonds dédiés notamment à la C'est plus trop relocalisation. parti. Ça se voit aussi avec... Vous m'entendez ou pas? C'est bon? Oui, pas de Alors, problème, on vous entend. Manuel m'entend. D'accord. D'accord. Pardon. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, il y a aussi une évolution dans le discours de la Commission européenne qui se montre beaucoup plus dynamique avec la volonté d'adopter des positions assez géostratégiques. Par contre, on part quand même d'assez loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est en situation de dépendance et de dépendance qui n'est pas forcément choisie. Donc, même si on a une volonté de réindustrialiser, de relocaliser, on va se retrouver face à ces sujets de dépendance parce que la désindustrialisation, elle a induit une perte de compétences et de savoir-faire clés. Elle a induit aussi la perte de lien entre lieux d'innovation et lieux de production qui aujourd'hui obère notre capacité à faire rebondir notre industrie de manière durable et surtout aller s'attaquer à de nouveaux marchés et de nouveaux secteurs. On se rend compte qu'on a un affaiblissement des écosystèmes productifs et donc pour réindustrialiser, il va falloir rebâtir des chaînes de valeur parce que relocaliser ou réindustrialiser certaines composantes n'a pas forcément de sens si nos industriels n'ont pas de débouchés. Et par exemple, c'est la question qui risque de se poser dans le domaine des batteries électriques. On parle beaucoup de l'Airbus des batteries, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas maître des technologies dans ces batteries. On ne maîtrise pas les approvisionnements dans les composants clés, notamment Oui, terres rares, etc. matière. Et c'est la même question qui peut se poser. Là, aujourd'hui, on parle tous des semi-conducteurs. Il faut savoir qu'il y a eu une ambition française dans la fin des années 70 avec Valéry Giscard d'Estaing de développer une industrie des semi-conducteurs européens, sauf que ça n'a pas fonctionné parce qu'on maîtrisait très mal l'amont et l'aval et surtout, on n'avait pas de débouché pour nos industriels parce que le gros du débouché, c'est l'électronique et donc produit en Asie. Donc, il y a des choses positives, mais il y a un chemin encore très, très long pour espérer une réindustrialisation durable de la France. Alors justement, Anaïs, là, vous avez commencé à évoquer les principaux freins à cette volonté. On a l'impression évidemment que l'industrie fait partie évidemment d'un écosystème. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des industries qui sont plus faciles à remettre en place en France que d'autres? Vous avez parlé tout à l'heure notamment du textile qui était rentré. Est-ce que vous faites vous un distinguo en termes de complexité? Même si on sait que l'agenda politique, vous l'avez dit, hein, sur la partie des batteries, sur la partie peut-être des semi-conducteurs, à nouveau est présent avec les difficultés d'approvisionnement. Est-ce que vous voyez malgré tout certaines industries se démarquer et plus facilement finalement redéployables en France que d'autres? Alors oui, il y a des industries qui vont être plus faciles parce que, par exemple, si on prend le textile, alors il faut différencier entre ce qui est l'habillement et textile technique, mais on est déjà sur une faible intensité capitalistique et pas forcément des sujets de haute technologie. Donc avec des investissements, sans nier la R&D qu'il peut y avoir dans le textile, etc., mais Bien des sûr. investissements pour rentrer sur le marché qui sont plus faibles. Après, on a des avantages comparatifs dans certains secteurs qu'il faut qu'on conserve et surtout qu'on renforce. Je pense à l'aéronautique qui est très touchée aujourd'hui par la crise, mais qui a un enjeu pour demain, puisqu'on va quand même continuer à se déplacer dans le monde entier, même s'il y aura sûrement une baisse des flux. Donc, il faut aller inventer de l'aéronautique de demain. Donc, est-ce que c'est l'avion à hydrogène? Est-ce que c'est l'avion à faible consommation, etc. Dans la chimie, la santé, on a aussi des avantages comparatifs. Donc, on peut aller dans ces secteurs assez facilement. Par contre, dans beaucoup de secteurs qui sont en train d'émerger, je pense, alors, il y a l'hydrogène, mais pas que. Ouais. Il y a aussi le cas de tout ce qui est intelligence artificielle, quantique, nouvelle mobilité à travers le véhicule électrique. Petit à petit, par manque de moyens, enfin pas par manque de moyens, mais dans les faits, on peut avoir les moyens, mais on ne se donne pas forcément les moyens pour impulser une dynamique. On est en train de prendre des retards assez importants. Et donc, potentiellement, les coûts d'entrée sur le marché vont devenir élevés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on n'est pas leader, dès le début, on ne crée pas les chaînes de valeur qui vont avec, et donc on va prendre du retard durablement par rapport aux autres. Donc, dans les faits, il y a forcément, dès qu'on est sur des industries très capitalistiques, des freins parce qu'il y a les moyens à mettre.
sur la table et que ce n'est pas forcément une nation qui peut le faire. Et la deuxième chose, c'est notre capacité à déplacer le focus sur le sujet de la réindustrialisation en raisonnant parfois à des échelles très locales, parfois à des échelles nationales, mais surtout à une échelle européenne. Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle parce que peut-être on va en reparler tout à l'heure. La France, c'est un plan, on va mettre quelques milliards je crois que c'était 1,5 milliard sur 5 ans, quand la Chine, c'est 5 milliards par an. Donc, on se rend bien compte que c'est là qu'on a intérêt à raisonner à l'échelle européenne si on veut se bâtir des avantages comparatifs mondiaux. Mais ça pose des questions aussi par rapport à nos partenaires européens où on a perdu, nous, nos avantages comparatifs. D'accord. Alors justement, vous avez commencé à évoquer des atouts. Est-ce que, du fait de sa géographie, sujet qui vous intéresse en premier lieu, Anaïs, sur la partie de la formation, de la partie, je sais pas, des infrastructures, comme souvent on en entend parler, est-ce qu'il y a des atouts à côté qui sont méconnus au niveau de la France et qui vont permettre justement, on pense aussi à la consommation intérieure qui a toujours été très forte dans notre territoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des atouts qui sont non identifiés et que vous pourriez évoquer? Alors, la France a pas mal d'atouts, même si on passe beaucoup de temps à la critiquer et à nous critiquer, à voir ce qui ne va pas. Déjà, je pense qu'on a une culture industrielle qui est très forte, qui est ancrée dans de nombreux territoires. On a des savoir-faire et des compétences qui sont quand même reconnus dans le monde entier, qui sont cherchés dans certains secteurs clés. Je pense le maritime, l'aéronautique, mais même l'automobile. Il faut se dire que tout le monde nous dit aujourd'hui, les grands constructeurs automobiles français nous disent on ne peut pas produire en France, on déplace les usines soit dans les pays d'Europe continentale et orientale, soit parfois directement en Asie. Mais il y a Toyota qui a une très belle usine à Valenciennes et qui a su créer tout un écosystème vertueux à Valenciennes. Donc, on a quand même ces compétences individuelles et collectives qui sont recherchées et qu'il faut savoir valoriser. On a un système de formation qui est assez connu, qui produit des ingénieurs et des scientifiques reconnus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément les garder. Et quand on regarde, et ça passe aussi par une question de salaire et de reconnaissance. Quand on regarde les salaires proposés aux ingénieurs chez Tesla pour le projet SpaceX et ce qu'on propose aux gens sur Ariane 6, on comprend tout de suite pourquoi on perd nos talents et qu'on perd aussi du coup des avantages technologiques. On a des entreprises qui sont peu connues du grand public et qui sont leaders européens ou mondiaux dans leur secteur et donc qui font vivre ces écosystèmes et qui ne demandent qu'à créer un effet d'entraînement parce que parfois elles ne connaissent pas forcément des fournisseurs qu'elles pourraient trouver en France mais qui demandent à être valorisés et à créer cet effet d'entraînement. On a des fournisseurs de ces solutions technologiques, on en reparlera sûrement aussi, mais ce qu'a montré cette crise, c'est non seulement notre dépendance productive, mais aussi notre dépendance numérique. Tous les outils qu'on a utilisés pour communiquer pendant la crise, il y avait peu d'outils européens. Mais on sait que l'industrie dite du futur, elle repose aussi sur toute cette technologie. Et aujourd'hui, on a des technologies françaises ou européennes, il faut les valoriser parce que dans un contexte géopolitique compliqué, comme celui qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment se méfier des conséquences que pourrait avoir de ne pas avoir des outils européens pour ces questions de souveraineté. On a un pays attractif pour les investissements étrangers, alors tout le monde le dit, c'est quelque chose qui peut être relativisé, mais on reste quand même un territoire où les industriels du monde entier ont aussi envie d'investir. On a des infrastructures de qualité, contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie, on a toujours investi dans nos infrastructures, donc ce qui est un avantage. Alors on a perdu des parts de marché sur nos ports, etc. Mais les infrastructures internes, routières notamment, sont de très bonne qualité. Et puis aujourd'hui, on a un regain pour la question industrielle en France qui fait qu'on est sûrement plus aujourd'hui qu'hier capable de mettre les moyens sur la table pour rebâtir cette industrie et se donner les moyens de se différencier. Anaïs, vous avez, en tant qu'observatrice privilégiée, vous avez certainement vu aussi des success stories, enfin, on parle en tout cas des beaux succès. Est-ce qu'il y a des choses justement en termes de réindustrialisation qui sont marquants, dont on n'a peut-être pas connaissance en effet d'un point de vue du grand public? Est-ce qu'il y a des choses, des noms d'entreprises ou de projets qui mériteraient justement d'être évoqués? Alors, on peut en évoquer plein. Je sais pas si je vais donner des noms en particulier parce que, en fait, ce qu'on ne dit pas, la France, c'est un pays qui est très focalisé sur ses grands groupes, sur les groupes du CAC 40 qui ont plus délocalisé que n'importe qui. On parle assez peu de nos PME et nos ETI qui sont ancrés dans les territoires. Je pense qu'il y a une entreprise qui s'appelle Nataïs, qui est leader mondial du popcorn, leader européen par contre de la production de popcorn, qui est dans
dans le sud-ouest. On a des entreprises qui sont maintenant connues comme Figeac Aéro, mais qui sont allées s'implanter dans des territoires où personne n'aurait eu l'idée de s'implanter. On a des entreprises, je pense, j'ai visité il y a la semaine dernière une petite entreprise qui s'appelle SD Tech, qui est située à l'Est, qui fait que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a la conviction que elle a un rôle dans le territoire et que son modèle est le bon. Et on a des dizaines et des dizaines de cas comme ça, de gens qui sont restés ancrés dans le territoire et qui se battent au quotidien pour préserver l'emploi. Ouais. Et quel est le secret, en fait? C'est peut-être ça qui est intéressant. Quel est le point commun entre toutes ces entreprises? Il y a 3 choses. Un, c'est un investissement conséquent et régulier dans l'outil de production pour garder toujours un avantage comparatif par rapport à leurs concurrents et garder des gains de productivité, toujours être capable de répondre aux attentes des clients. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est un investissement dans les compétences individuelles et collectives de l'entreprise et la formation. La troisième chose, c'est un investissement dans l'innovation pour toujours essayer d'être leader et d'avoir un train d'avance dans leur... par rapport à leurs concurrents. Et ce qu'on se rend compte, c'est dans la désindustrialisation de la France, c'est ces 3 facteurs qui ont été défaillants. C'est sous-investissement dans l'outil productif, sous-investissement dans les compétences et sous-investissement dans l'innovation qui fait que petit à petit, on perd des parts de marché parce qu'on n'est plus capable de répondre aux attentes des clients qui évoluent. Et ça, on a beaucoup de cas dans les entreprises qu'on accompagne chez June d'industriels qui ont cessé un moment d'investir et qui se retrouvent dans des situations de crise. Et donc, dans la situation de crise, on doit nous trouver les éléments pour renouer avec la compétitivité avec finalement peu de marge de manœuvre parce que la trésorerie est rognée, il n'y a plus de réserve et redonner de l'avantage compétitif dans ce contexte particulier, c'est un peu le défi du quotidien des équipes de June. Pas que, on ne fait pas que ça, mais c'est une grande partie de l'activité. J'imagine. Merci beaucoup, Anaïs, c'était très clair. Manuel, j'aimerais avoir évidemment ton point de vue sur une question. Je crois que c'est Elon Musk, comme souvent, qui a fait des tweets un peu, qui comparait justement que le défi de la production de Tesla, c'était la Deuxième Guerre mondiale, à côté, c'était de la rigolade. Bon, on sait qu'il plaisante facilement, donc on va garder ça évidemment en raison gardée pour nous qui avons vécu cette Seconde Guerre mondiale, notamment sur certains territoires. L'industrie, évidemment, elle a besoin pour être performante d'une supply chain qui fonctionne aussi, Anaïs l'a évoqué tout à l'heure. Il faut évidemment pouvoir aussi approvisionner un certain type de matières et ensuite redistribuer. Aujourd'hui, quel est ton point de vue sur la capacité en France de proposer une supply chain performante? Est-ce que justement, dans les 13 années depuis lesquelles tu diriges Vecchia, est-ce que tu as identifié certains acteurs qui sont meilleurs que d'autres? Quel est le niveau général sur le sujet de la supply chain selon toi? Évidemment, on va raison garder, tu n'as pas vu toutes les entreprises et Vecchia n'a pas identifié tout, il a travaillé sur tous les secteurs, mais globalement, quel est ton sentiment avec les différents échanges que tu as pu avoir? Alors, je m'excuse auprès de tout le monde parce que j'ai un petit décalage entre l'image et le son parce que je viens de changer de micro, donc en tout cas, j'espère que vous m'entendez mieux. Donc ensuite, ce que je voulais dire pour répondre à ta question, c'est qu'effectivement, la meilleure illustration de la capacité de la supply chain, elle n'a clairement pas été démontrée pendant le Covid, qui était au contraire l'image opposée de ce qu'est capable de faire en fait, de ce qu'on sont capables en fait de faire les entreprises françaises en termes de performance supply chain. Il y a 4 grands sujets dans la supply chain. Il y a la production, il y a le transport, il y a l'entreposage, le stockage et puis la distribution. On a des géants en France qui ont un très gros savoir-faire en termes de distribution et c'est assez représentatif de la maturité des entreprises françaises qui distribuent plutôt très bien. D'ailleurs, un grand cabinet d'analyse qui s'appelle Gartner, un cabinet américain, a identifié depuis longtemps que la maturité de la supply chain en Europe est la plus élevée au monde. Et c'est lié à des raisons structurelles. Le territoire est plutôt petit, il y a des très fortes infrastructures de transport, la densité de population est élevée, tout ça mis bout à bout, et puis le prix du carburant est élevé. Donc tout ça fait que, globalement, la maturité des entreprises a été forcée à progresser. Donc on a des gros atouts, on a des infrastructures qui sont très solides. Je dirais ça, c'est vraiment des forces qui sont absolument des avantages. Après, on peut s'interroger sur 2 points. C'est pourquoi, malgré tous ces atouts, est-ce qu'on continue d'acheter en Asie? Le premier point, c'est évidemment par rapport au prix de production qui est très fortement plus faible, la capacité de production aujourd'hui qui est plus forte, alors que finalement, produire en Asie, ça complexifie énormément le sujet, puisqu'on voit qu'il y a le délai de transport qui va induire de l'imprécision dans la prévision de ce qu'on va vendre plus tard. Donc on commande 6 mois, voire 9 mois à l'avance pour vendre 6 mois, voire 9 mois plus tard.
Donc on a une très forte imprécision, donc on se retrouve parfois avec des ruptures de stock très fortes, avec des surstocks sur les bras. Donc c'est des problématiques structurelles. On voit aussi un autre exemple que depuis le mois de juillet l'année dernière, le prix du container a été multiplié par 4,5. Donc tout ça, c'est des facteurs, je dirais, exogènes dans la supply chain qui font que on devrait être capable de finalement trouver des avantages à produire en France. Mais le différentiel de prix reste trop fort. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment aller gagner en compétitivité, au-delà de la qualité qu'a fort bien présenté Anaïs, pour aller se dire comment on va chercher finalement la capacité à produire en France. Parce que finalement, on voit un modèle comme Zara, par exemple, dans le domaine du textile, ils ont rapproché des usines juste à côté de leur zone de distribution dans plusieurs parties du monde, ce qui leur permet d'être très 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 réactifs par rapport aux demandes du marché, et ça a de nombreux avantages. Mais ça nécessite pour ça d'être ultra optimisé en termes de coûts et en termes de compétences de production, parce que chaque centime ou dixième de centime en plus par produit fabriqué, finalement, va rendre la chose moins compétitive par rapport au territoire asiatique en termes de prix de production. Donc on a des atouts qui sont très sérieux, mais il manque encore des petits, je dirais, boosters économiques qui font que ça devient plus intéressant de produire en Europe. Anaïs, et je pense que vous le savez même au travers de June dans les différentes missions que vous avez rappelées, il y a un mouvement de digitalisation qui a été amorcé il y a quelques années, qui continue de se prolonger, qui va peut-être même plus loin que la seule partie relation client ou interaction des sites web qui vraiment irriguent les entreprises au fur et à mesure. Comment on peut envisager le sujet de la réindustrialisation en le mettant, pas en le confrontant, mais en tout cas en le prolongeant du sujet de la numérisation, de la digitalisation des processus. Comment ça peut, à un moment donné, comment ça interagit, quel est l'impact des data sur cette partie réindustrialisation et globalement, quelles pourraient être les priorités qui pourraient être menées tant au niveau de l'État, parce qu'on est en France, donc on sait qu'évidemment l'État a un rôle important, mais également au niveau des acteurs industriels, pas forcément ceux du CAC, parce que comme vous l'avez dit, Anaïs, c'est pas forcément ceux qui sont toujours représentatifs de comment fonctionne l'industrie en France, mais même des acteurs des PME, des PMI, des ETI que vous rencontrez tous les jours. La question est très très longue, ça fait très journaliste. La question est longue et la réponse, pour être honnête, devrait être aussi assez longue. Alors déjà, sur la question du digital, il y a une maturité très, très différente entre les entreprises, avec une compréhension des sujets un peu différente. Alors même, on est dans une tendance à l'accélération de la prise de conscience sur l'intérêt du digital, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels qui aujourd'hui, et notamment chez les plus petits, qui ont du mal à voir, l'intérêt, le ROI, 3, qui n'ont pas forcément les moyens humains à dédier à cette digitalisation. Et pourtant, dans toutes les briques technologiques qui existent, au-delà de la data, parce que la data, elle présente un intérêt à la fois pour mieux maîtriser les paramètres de production, mieux maîtriser la supply chain ou créer de nouveaux modèles économiques avec des services qu'on peut associer aux produits pour les clients. Il y a un certain nombre de choses comme, avec plus ou moins de maturité elle-même, la cobotique, la réalité augmentée, tout ce qui va être autres outils pour mieux maîtriser la production. Tout ça commence à intégrer les différents sites industriels, mais avec des effets assez différenciés. En raison des questions qu'ils se posent. Et pourtant, ça représente un intérêt à la fois pour améliorer la productivité, mieux maîtriser certains paramètres, réduire certaines pertes de matière, mieux piloter les stocks, etc. Donc, je réponds un peu en désordre. Ce qu'il faut savoir, c'est d'un point de vue aide publique, le gouvernement vient de réouvrir son guichet Industrie du futur, qui permet de financer à hauteur de 40% des investissements pour aller dans ce sens. Mais la modernisation des sites, en tout cas la digitalisation, elle est un levier pour se différencier, elle est un levier pour mieux maîtriser la production et aussi pour répondre aux attentes renouvelées du marché. C'est-à-dire que si on veut produire en France, c'est aussi pour éviter les effets de surstock dont parlait Emmanuel et essayer de tendre vers cette production presque à la demande, ou en tout cas sur des séries beaucoup plus courtes pour éviter les effets de surstock, les effets de choses qu'on jette parce qu'on ne les a pas vendues, etc. Donc, il y a plein d'intérêts, mais ça reste encore quelque chose qui doit être largement diffusé dans le monde industriel.
Et d'un point de vue recommandation, justement, Anaïs, quelle serait pour vous, si quand vous rencontrez une ETI, une PMI, sur ce sujet-là de la digitalisation, quelles sont les priorités qu'elle doit adresser en fait? Quelle est pour ou ça dépend vraiment de la nature de l'industriel et auquel cas c'est vraiment sur mesure à chaque fois, où il y a vraiment il y a des principes méthodologiques à suivre. Alors, je pense que la réponse, elle est sur mesure. Par contre, il faut toujours Mm. commencer par un diagnostic. Il y a Mm. plusieurs choses. C'est commencer par un diagnostic. À la fois en interne de l'usine, également avec les parties prenantes. C'est qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Quelles sont les attentes de mes clients? Et donc, quelle est la meilleure réponse à apporter? Il ne faut Mm. pas être dans l'idée de tout le monde parle de la data, donc il faut que je coche cette Mm. case data. Il y a vraiment la réflexion de raisonner au cas par cas en fonction des attentes clients. Parce que notamment aussi il y a des sujets de ROI qui ne sont pas toujours faciles à démontrer selon les technologies qu'on choisit, et donc c'est bien de répondre à des attentes du client ou à des problèmes qu'on a en interne de l'usine. Typiquement, Mm. on a un problème de non-qualité. Est-ce que mettre en place du contrôle optique peut être un moyen d'améliorer cette non-qualité? Même si le contrôle Mm. optique, vous allez me dire, c'est peut-être pas la technologie la plus moderne qui existe. La deuxième chose, c'est se dire qu'il existe aujourd'hui sur le marché énormément de solutions. On voit beaucoup Mm. d'industriels, et notamment dans les ETI et les grands groupes, mettre en place des bataillons d'équipes pour développer des solutions internes, alors qu'il existe des solutions sur étagère qui ont été pensées Mm. et qui sont moins coûteuses finalement à mettre en place et qui vont être beaucoup plus faciles à implémenter parce que déjà testées chez plein de clients et Ouais. donc beaucoup plus robustes. Donc voilà, ce que je dirais moi, c'est faire le bon diagnostic, 2, trouver la bonne réponse, et 3, se dire qu'il existe des gens sur le marché qui ont déjà bien pensé le problème et que la solution interne n'est pas forcément la plus efficace, même si de prime abord on se dit que c'est le mieux. Tout le monde n'est pas développeur de solutions, et en Mm. plus, aujourd'hui, avec des communautés très ouvertes pour certaines solutions, on se rend compte que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Ouais, et ça prolonge ce que vous disiez par rapport au time to market, aussi à un moment donné de pouvoir réagir rapidement, etc. Manuel, justement, sur la partie digitalisation de la supply chain, évidemment, ça fonctionne qu'à partir du moment où il y a des data. Sinon, c'est évidemment un peu plus compliqué à traiter. Euh, Justement, encore une fois, selon ton expérience, par rapport à ce qu'on voit également chez Vekia, quel est le niveau de maturité justement de ce sujet de data de la supply chain, hein, là, il s'entend, chez les industriels. Et là encore, un peu la même question que j'ai vu poser à Anaïs. Quels seraient les prérequis un peu méthodologiques sur ce sujet de réussir la digitalisation de sa supply chain? Oui, alors c'est effectivement un élément essentiel. Avant de répondre à ça, je vais d'abord rappeler un fait évident, hein, c'est que pour vendre, il faut avoir un bon produit au bon prix avec un bon service. Et il ne faut pas oublier que la supply chain, en fait, c'est ce qui permet d'une part de défendre un prix, puisqu'elle permet, je dirais, de faire des gains et de maximiser sa marge. Et deuxièmement, de maximiser aussi la qualité du service pour apporter le produit dans les mains de son client et de son consommateur. Et à ce titre-là, on se rend bien compte que quand on a des centaines ou des milliers ou des millions de produits au catalogue et des millions ou des dizaines de milliers de clients, en fait, on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas un minimum de data pour représenter un peu tout ça. Et ce qui nous surprend systématiquement chez Vectia, c'est que finalement, la plupart des entreprises, elles les ont, ces data, et qui sont dans des outils ERP, quel que soit son âge en général. Il y a le minimum pour pouvoir facturer, donc il y a les transactions, il y a un minimum d'informations sur les produits, il y a un minimum d'informations sur ce qui se passe au quotidien. Et avec ce socle de data, ce que ne savent pas la plupart des industriels, c'est qu'on peut déjà augmenter la valeur. En fait, la valeur créée dans la supply chain avec des datas telles qu'elles sont est souvent un réservoir inconnu et inexploité. Et donc, nous, je dirais notre travail en tant que fournisseur de solutions, c'est justement d'apporter cette preuve et puis de le faire de manière simple et rapide, puisque les entreprises, elles n'ont pas forcément le temps, je dirais, de passer un temps fou sur ces sujets de data. Et donc, dans les préconisations, je vois trop souvent des entreprises qui se disent d'abord, on va collecter toutes les datas dans un endroit et puis après, on fera des projets. Et bien ça, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent et de perdre du temps, puisqu'en fait, ce qui se passe classiquement, c'est qu'on va déverser dans une espèce de base de données ou un data lake des données qui n'ont pas été vérifiées, qui sont brutes. Et finalement, au moment où on va se dire on va en faire quelque chose, on se rend compte que la façon dont elles ont été déversées n'était pas la bonne. Et donc, on doit tout recommencer à zéro. Et donc, souvent, le conseil, c'est de dire de faire les deux, de déverser ces données dès lors qu'on a identifié un cas d'usage et qu'on a branché un outil informatique ou une solution qui va exploiter ces données pour en faire un cas d'usage. Donc ça, c'est un des éléments méthodologiques qui est clair.
Et puis sur la partie prérequis, comme tu me l'as demandé, eh bien, je pense que en fait, les données sont déjà là, et ça, c'est un message que je voudrais vraiment marteler. Et aussi rappeler aussi que les progrès des technologies permettent d'avoir des résultats qui sont de plus en plus fins avec des données qui sont pas si bonnes que ça. Parce que souvent, les gens se disent, oui, mais j'ai des trous dans mes historiques, il manque une partie de mon activité. Eh bien, malgré tout, grâce au progrès notamment des algorithmes, on arrive à faire des choses de plus en plus précises, même s'il y a des trous dans les données, même si elles sont pour certaines fois incohérentes ou erronées, on arrive de mieux en mieux à être performant avec ça. Non, très clair, Manuel. On a des questions et on aura le plaisir évidemment d'y répondre à la fin et merci de les avoir posées. Anaïs, dans l'environnement dans lequel on est, je crois que ça a été évoqué à plusieurs niveaux, d'un point de vue européen et d'un point de vue vraiment géostratégique. Aujourd'hui, quels sont, selon vous, les grands mouvements de fond qu'on doit justement, dont on doit avoir conscience en tant que Français en Europe et ensuite l'Europe face à l'Asie, face évidemment aussi aux États-Unis. On voit également que Trump, il y a quelques années, avait lancé justement aussi cette action de réindustrialisation, en tout cas de pousser à ce que les industriels américains reviennent sur le sol américain. Quelles sont les grandes tendances de fond? Parce que finalement, on peut parler de la France, mais on n'est pas seul au monde. Comment ça se dessine dans les prochaines années, selon vous, dans une vision un peu plus large? Alors, il y a bien entendu le cas américain avec bon, les rapports de force qu'on voit dans le cadre de la guerre commerciale sino-américaine sur lesquels je ne vais pas revenir. Dans le cas américain, ce qu'il faut toujours avoir à l'œil, et notamment quand on pense solutions et business, c'est l'extraterritorialité du droit américain et toutes les normes qui peuvent y avoir et qui peuvent être dans l'avenir problématiques parce que c'est un outil de rapport de force imposé par les États-Unis. Du côté de la Chine est dans une stratégie un peu différente, mais ils sont quand même comment dire, ils ont un peu enserré le monde à travers les nouvelles routes de la soie en investissement dans des infrastructures un peu dans le monde entier. Ils contrôlent plusieurs ports européens. Le Pirée est très connu, mais il y a aussi le port de Trieste et en Italie, il y a un autre port italien. Il y a aussi un port en Espagne. Donc ça leur donne aussi des moyens. En fait, ce qu'on pourrait dire de manière un peu simpliste, c'est que la Chine a essayé de mettre les flux de la mondialisation en fonction de ses besoins. Et elle contrôle différentes infrastructures qui lui permettent finalement d'assurer la supply chain pour délivrer les produits qu'elle fabrique pour le reste du monde. C'est un pays qui s'il est très critiquable sur le plan autoritaire, etc., il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, il y a des choses qui sont aussi intéressantes dans son approche, et notamment dans l'approche systémique. Je prends le cas du véhicule électrique. La Chine a constaté qu'elle avait un problème sur le plan environnemental. La réponse a été de pousser les Chinois à acheter des véhicules électriques. Et pour encourager l'achat de véhicules électriques, au-delà des subventions qui ont été données, il y a aussi des infrastructures qui ont été mises dans toute la Chine pour développer l'usage du véhicule électrique. Ce qu'on a fait assez peu en France, c'est-à-dire qu'en France, on a un moment poussé en faveur du véhicule électrique, mais on n'avait pas les infrastructures qui suivaient, donc on a retardé l'adoption, et aujourd'hui, on donne des subventions pour acheter des véhicules électriques qui ne sont pas du tout fabriqués en France. Donc finalement, on soutient la demande française, mais ça ne profite pas au tissu productif français, parce que le tissu productif français et européen n'est pas forcément adapté à la production de véhicules électriques. Et la Chine a aussi toute une stratégie d'approvisionnement en matières premières pour réduire ses dépendances. Elle a des ressources naturelles, mais elle a aussi cette stratégie d'approvisionnement qu'on a assez peu développée en Europe. Donc, il y a cette stratégie qui est intéressante à regarder. Moi, je pense que ce qui va se passer dans les années à venir, c'est qu'on a une pression environnementale qui va devenir de plus en plus forte. Donc, on va certainement avoir un rapatriement des chaînes de production en Europe. On va produire en Europe pour l'Europe, on va produire en Asie pour l'Asie, etc., etc. Est-ce que ce mouvement va profiter à la France? Pas forcément, parce qu'on a des pays, au sein de l'Union européenne, on a
on a un système qui fait qu'il y a à la fois une rivalité fiscale entre les États et aussi un phénomène de dumping social. Donc, si on cherche des pays à bas coût de production, eh bien, ça va plutôt profiter aux pays d'Europe continentale et orientale. Donc, ce mouvement de régionalisation, si on n'y prend pas garde, ne profitera pas à la France. Et pour répondre à la question qui a été posée, parce que c'est un peu dans le sujet, est-ce que les usines implantées dans les pays asiatiques qui ont été relocalisées dans les pays du Maghreb ou en Europe, c'est déjà un pas que les entreprises font pour la relocalisation. Je pense que c'est un pas vers cette régionalisation, pas forcément vers la relocalisation en France. Et ce qui est intéressant et ce qu'on a assez peu fait en France, c'est comment l'Allemagne a intégré les pays de son hinterland dans son schéma de production, ce que nous avons assez peu fait avec le Maghreb. Et une des voies du renouveau industriel français, c'est aussi d'être capable d'intégrer nos partenaires proches dans nos chaînes de production par des phénomènes d'avantage comparatif, par des phénomènes de spécialisation de certains pays. Et la périphérie proche, on pense souvent au Maghreb, on pense à nos partenaires européens, mais on pourrait peut-être aller plus loin en retravaillant avec d'autres pays d'Afrique qui aussi ont une maîtrise, qui n'ont pas une maîtrise, mais qui en tout cas ont des ressources naturelles qui sont clés dans les technologies qu'on veut voir émerger. Et donc, il y a sûrement un travail de co-développement à faire avec eux qui serait bénéfique à notre pays, à notre industrie, et qui leur serait aussi bénéfique et qui nous permettrait de sortir de cet étau entre la Chine et les États-Unis. Non, merci Anaïs, c'est très clair. Manuel, justement, par rapport au futur de la supply chain digitalisée, comment aujourd'hui on peut aussi se projeter dans les prochaines années en termes d'équipement? On voit qu'il y a des niveaux très très différents. On sait qu'aussi le monde de la supply chain, pour une entreprise, c'est tellement critique qu'on se met à la place des dirigeants. Évidemment, on n'a pas envie de tout changer du jour au lendemain, hein. C'est trop. On a la facturation, on a les entrepôts, on a les magasins ou les points de consommation, on a les logisticiens. C'est compliqué, c'est compliqué. Comment, à un moment donné, face à cette complexité, parce qu'on n'est pas, toutes les entreprises ne sont pas une nouvelle start-up qui part from scratch à adresser un marché de rien. Et encore, on va reprendre l'exemple de Tesla. Il nous rappelle que ça a été quand même un peu l'enfer sur Terre, même pour lui. Comment tu vois justement l'avenir de ce type de solution pour mieux servir les supply chains? Alors, je crois que les entreprises aujourd'hui, elles doivent se positionner dans une logique de rattrapage technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour compenser une partie je dirais, du décalage compétitif qu'il peut y avoir, notamment par rapport au prix dont on parlait tout à l'heure, un des enjeux, c'est justement de faire des rattrapages en termes d'optimisation des process. Et comme tu l'as justement souligné, en général, il y a des outils en place qui sont des ERP, et on n'a pas forcément envie de mettre ça en cause. Et donc, vraiment, nous, ce qu'on perçoit et qui est finalement probablement la voie, c'est d'aller chercher des quick wins au sein des outils existants. C'est-à-dire d'aller booster certaines fonctions. On voit aujourd'hui, par exemple, notamment dans les outils déjà d'infrastructure, on voit qu'aujourd'hui, il y a des entrepôts qui sont en train de s'automatiser avec de la robotisation parce que l'outil est en place. Parfois, c'est de la construction de nouveaux entrepôts. Mais je dirais, on reste dans quatre murs qui sont un domaine relativement connu, où simplement on va venir à l'intérieur mettre de la performance. Il y a la même chose qui se passe dans les ERP, qui sont les outils de gestion des entreprises, où il y a finalement une infrastructure informatique qui est en place, qui est solide et qui a mis du temps à être mis en place. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller booster à l'intérieur de ces solutions-là la performance, notamment sur la partie demande, anticipation de la demande, parce que je fais le lien avec la question qui a été posée dans le fil. Effectivement, le surstock n'est pas dû qu'à l'éloignement, il peut être dû notamment à une mauvaise anticipation de la demande ou une mauvaise mise en adéquation entre l'outil de production et l'outil de distribution. Pour faire ça, en fait, il y a des process qui s'appellent les processus Sales and Operation Planning, SNOP, qui permettent justement de mettre en adéquation. Et un des entrants absolument essentiels, c'est de bien anticiper la demande, de bien modeler la demande par rapport à des évolutions du prix ou de l'offre qu'on va être capable de faire. Et donc, on se rend compte que si on a des outils qui ne permettent pas de faire ça, et c'est généralement le cas des ERP, puisqu'ils ne sont pas faits pour aller chercher de l'optimisation, mais simplement faire de l'exécution qui fonctionne. Déjà. Eh bien, ce qui est déjà très bien, c'est par cet angle-là, en fait, qu'on peut arriver à apporter la performance nécessaire rapidement et sans que ce soit un changement radical dans l'organisation. Ok. Alors, je vais vous poser à tous les deux une dernière question et ensuite je vous propose, vous avez déjà commencé à répondre aux questions qui étaient dans le film, mais il en reste quelques-unes, donc on va les traiter juste après.
La dernière question que j'ai pour vous, Anaïs, est la suivante. Est-ce que à l'horizon de 5 ans, on peut être confiant justement, alors, même s'il y a des inconnus hein, sur la partie de la poursuite de la crise de Covid, de peut-être la bulle financière, etc. Mais soyons positifs, oublions ces éléments-là. Quel est l'avenir, selon vous, dans 5 ans de la partie industrie en France? Est-ce qu'on aura est-ce qu'on aura repris le trend qui a été engagé depuis 2017, depuis 2020? Est-ce qu'on aura en effet recréé des emplois de façon significative dans dans ce secteur clé? Alors, je suis pas Madame Irma. En plus la vidéo est enregistrée, donc en plus, dans 5 ans, on pourra vous dire, Anaïs, c'est ce que vous aviez dit. Donc, je suis d'accord, c'est un peu piégeux. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, on va dire que les projections de June sont pas bonnes, donc je vais pas m'amuser à répondre comme ça. Non. Plus sérieusement, je pense que l'industrie va radicalement se transformer, à la fois sur des effets de modernisation, sûrement des phénomènes de relocalisation, de rapatriement de volume. On va se remettre à produire des choses qu'on ne faisait plus en France parce que c'est aussi une attente des citoyens. On va sûrement développer des technologies, des savoirs qui aujourd'hui ne sont pas du tout matures. Par exemple, on s'est lancé dans la bataille pour l'hydrogène. Donc, ça fait Ouais. partie des choses sur lesquelles on mise en termes de mobilité plus respectueuse de l'environnement demain. Et il y a aussi des drames qui vont sûrement se produire. Je pense à l'aéronautique qui aujourd'hui, il y a un risque quand même que presque un tiers des emplois dans la filière soient détruits de cette crise parce qu'on sait que le rebond il va pas venir avant 2023, 2024. Donc c'est difficile à dire dans le sens aussi où et là, je vais peut-être être un peu radical. Il va aussi falloir se donner un coup de pied au cul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent coule à flot. On n'a pas encore eu tous les effets de la crise parce qu'il y a certains plans sociaux qui ont été retardés parce que l'argent du PGE, le chômage partiel ont permis de maintenir en vie des entreprises. Savoir qu'en septembre 2020, on a 30% de défaillances d'entreprises en moins par rapport à Ouais. septembre 2019, ce qui n'est pas normal. Donc, on va avoir ce phénomène de rattrapage post-crise et il ne faut pas qu'on retombe. Enfin, il ne faut pas que l'industrie et les parties prenantes retombent dans les défauts d'avant-crise, c'est-à-dire cette sous-modernisation, ce sous-investissement de l'outil de production. Si on veut surmonter la crise, eh bien, il va falloir être assez à l'offensive pour innover, pour reconstruire des avantages comparatifs, pour moderniser nos sites. Et si collectivement on ne fait pas cet effort, tout ça va être de l'ordre du vœu pieux. Et la dernière chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Oui. Les consommateurs, par leur choix de consommation, favoriser des produits made in France. Et il en existe, hein, il y en a plein. Certes, c'est peut-être mal référencé, mais il en existe. Les entreprises, fois dans la qualité des produits, parce que c'est pas tolérable. Hein, quand on voit des produits made in France, on se dit on est prêt à payer plus cher et c'est de moins bonne qualité que d'autres trucs. Donc ça, c'est plus acceptable. Et aujourd'hui, on a les moyens d'aller vers le zéro défaut, essayer de chercher la perfection dans nos produits. Et les entreprises, en essayant de se sourcer plus localement, en France, en Europe, si on ne peut pas en France. Donc voilà, c'est un jeu collectif. Il n'y aura pas d'avenir industriel si nous n'œuvrons pas collectivement en faveur de notre industrie. Merci beaucoup Anaïs. En tout cas, ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on peut se dire en effet collectivement. Je pense que tout le monde ici, si vous avez suivi ce webinaire, c'est que vous avez cette sensibilité-là. Mais j'aime beaucoup cette notion de responsabilité à la fois individuelle, reprise par le collectif, et après qui doit évidemment être prolongée par l'État. Manuel, la même question dans 5 ans, peut-être plus évidemment sur le sujet de la supply chain pour toi. Comment tu vois justement un peu cette infrastructure technologique au service des entreprises, pas forcément que des grands groupes. C'est vrai que c'est un point que vous avez rappelé Anaïs, c'est vrai que tout le monde peut être intéressé par des outils de digitalisation et d'optimisation, et c'est pas parce qu'on s'appelle Thales ou qu'on s'appelle Renault que forcément il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Beaucoup d'autres structures peuvent le réaliser. Donc, quelle est ta vision, Manuel, justement à 5 ans? Je dirais, je vais rejoindre beaucoup de ce qui a été dit par Anaïs. Je pense qu'il y a la montée en puissance de l'environnement. On entendait une nouvelle qui parlait, pourquoi pas, d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe et qui peut être là, pour le coup, un élément qui, de mon point de vue, peut probablement influencer, je dirais, la nécessité de produire localement aussi, ou l'intérêt de produire localement. Mais si on regarde un petit peu le panorama des entreprises, il va y avoir clairement, je dirais, 3 grandes catégories. Celles qui vont avoir survécu, même profité en fait de cette situation d'incertitude et de crise pour faire des investissements, pour reconquérir des parts de marché
Parce qu'une supply chain qui marche bien, c'est des clients satisfaits et c'est ça qui fait les parts de marché, il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, et c'est en lien avec la question qui a été posée, une supply chain qui est optimisée, on s'en rend compte chez tous nos clients. Il y a des stocks de sécurité de malades parce que c'est comme ça qu'on garantit du service. Mais le problème de ça, c'est que ça immobilise énormément de cash. Et donc, quand on a été au bout des prêts, des PGE, etc., il faut trouver d'autres sources de financement. Et une des sources de financement qui est largement inexploitée aujourd'hui, c'est l'optimisation des stocks. Parce qu'aujourd'hui, on a des stocks qui ne servent absolument à rien et qui coûtent beaucoup d'argent et d'environnement et d'impact environnemental, je dirais, chez les entreprises. Donc ça, c'est des axes pour les entreprises qui vont réussir. Et puis de l'autre côté, malheureusement, il faut savoir aussi le dire, il y a des entreprises qui ne prennent pas sérieusement l'enjeu et qui, parce qu'elles n'investissent pas maintenant, parce que finalement les difficultés économiques ne sont pas encore arrivées, ne sont pas prêtes finalement pour encaisser un choc, je dirais, peut-être de baisse de la demande ou d'effondrement d'une partie de certains secteurs industriels et qui ne vont pas être capables finalement de rebondir parce qu'elles ne vont pas avoir suffisamment bien anticipé la demande, anticipé les effets, rendu leur appareil de production plus agile. Aujourd'hui, ça c'est un des points absolument essentiels, c'est de donner de l'agilité au système de production parce que l'avenir est assez incertain. Il faut être capable de se repositionner très vite. Et donc tout ça, c'est des enjeux qui passent très largement par la digitalisation et par l'évolution des process qui sont derrière. Merci Manuel. Donc à 5 ans, voilà, on va dire que ce mouvement-là, il aurait été bien entamé et c'est aussi notre responsabilité à tous de pouvoir faire en sorte que ça avance. Je vous propose maintenant de répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas encore répondu, parce que merci, vous avez lu au fil de l'eau Anaïs et Emmanuel. Alors j'en ai une de François-Xavier. Pour beaucoup d'entreprises, les presque 2 années passées ont réduit énormément de trésorerie et de fonds roulement. Sur quel poste et projet de la supply chain les entreprises peuvent-elles investir prioritairement et à moindre coût sans mettre en péril leurs activités, voire leur existence? Alors, c'est peut-être une question pour Manuel, mais j'aimerais bien avoir également votre sensibilité, Anaïs, parce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté aussi dans vos éléments de recommandation chez June. C'est voilà, j'ai une contrainte, j'ai de la trésorerie qui a diminué, je dois en effet continuer de travailler sur ma supply chain parce que ça fait partie des éléments de clé de la qualité des livrets finalement de l'entreprise. Quels sont les postes ou projets de supply chain prioritaires selon vous? Et après, évidemment, Manuel, je te laisse prolonger la réponse. Je vais peut-être laisser Manuel répondre en premier quand même, parce que c'est lui l'expert de la supply chain. En fait, il y a un poste qui est absolument évident, dont on a déjà parlé, ce sont les surstocks, les stocks qui sont faits de manière inutile parce qu'on n'est pas capable de suffisamment bien anticiper les variabilités de la demande. Et donc, pour être sûr de ne pas rater de vente, on va empiler du stock dans des entrepôts. Sauf que ce stock, il faut l'acheter et donc ça immobilise du cash. Pour vous donner quelques exemples, chez une entreprise, disons une ETI qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, on arrive très classiquement et assez facilement à aller chercher plusieurs dizaines de millions d'euros d'économie de stock, et ça en moins d'1 an. Ça prend quelques mois, le temps de brancher les outils, et une fois que les outils sont branchés, ça va très très vite. Et donc, c'est des choses, c'est des réalités qui ne sont pas suffisamment connues, je pense, par les directions financières et les directions opérationnelles dans les entreprises. Et cette lutte des surstocks, elle est énorme. L'autre point, c'est évidemment quand on a une qualité de service qui est meilleure, eh bien, avec un outil de production qui est identique, souvent on peut servir plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires, et donc la rentabilité de l'ensemble augmente très largement. Donc tout ça, c'est des bassins de performance qui sont exploitables grâce à la donnée qui existe aujourd'hui et en relativement peu de temps. Donc voilà, pour répondre. Merci Manuel. Anaïs, est-ce que vous voulez prolonger? Oui, je pense qu'il y a alors au-delà de la supply chain, je pense qu'il y a aussi un travail qui peut être fait en interne de l'usine sur. Alors après, il y a tout ce qui. Et là, je renverrai vers des excellents experts de June qui répondront beaucoup mieux que moi sur ces sujets, tout ce qui va être des postes de crédit et discuter avec les clients et les fournisseurs, parce qu'il y a aussi des leviers dans les termes où on peut trouver des solutions. Et il y a aussi tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'usine pour essayer un peu de regagner des marges de manœuvre en abaissant certains coûts. Alors, je parle bien entendu pas de toucher à la masse salariale parce que c'est l'exemple trop simple, mais souvent on se rend compte que, en tout cas chez beaucoup de nos clients, qu'il y a plein de petits leviers où on peut gagner des gains parce que les processus sont pas maîtrisés jusqu'au bout, parce qu'on a des pertes matières un peu incontrôlées, Oui. parce que voilà, il y a ce genre de choses qu'on peut aller chasser à travers des chantiers lean très basiques. C'est ce genre de choses en général auxquelles on pense pas forcément. Ok.
Merci Anaïs. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va se diriger vers la fin. Je voulais évidemment vous remercier tous les deux pour votre intervention. J'ai envie de rester positif, moi, par rapport à ce qu'on vient de se dire. J'ai envie de dire c'est aussi dans nos mains. En plus, on a peut-être la chance, on a vu, vous parliez tout à l'heure, Anaïs, de la compétition fiscale. Peut-être qu'à un moment donné, on va même avoir les États-Unis qui vont mettre une sorte de niveau de taxe mondiale un peu partout, donc qui permettrait de résoudre des problèmes finalement en Europe de compétition entre zones. Donc on n'est pas à l'abri d'une très bonne nouvelle, et ça serait évidemment super. À côté de ça, voilà, on a les outils, on a les méthodologies, on a les atouts en France pour faire quelque chose. Je pense qu'il reste vraiment à chacun de pouvoir prendre en charge ses responsabilités, enfin, de prendre ses responsabilités et de faire en sorte qu'à chaque niveau, notre industrie puisse être successful. On a les talents pour le faire. Merci beaucoup à tous en tout cas et au plaisir d'un nouvel échange. Et n'hésitez pas. Merci. Merci. Bonne journée, à Merci bientôt. beaucoup. Merci Anaïs. Merci Fabien et merci à tous nos auditeurs. Merci.